Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Ils sont 5 chefs d'État africains, membres du G5 Sahel, à être invités ou convoqués à Pau, en France, le 13 janvier 2020. Invités ou convoqués, chaque mot aura son importance dans ce débat à Pau. Ils seront sommés de clarifier leur position par rapport à la présence militaire française au Sahel. La France en a marre d'être mal comprise, d'être indersée sur le continent et elle tient à le faire savoir. Mais les 5 chefs d'État africains, membres du G5 Sahel, que diront-ils à Pau? Quel sera leur message? Diront-ils à leurs homologues français: partez de chez nous, nos populations ne veulent plus de vous, ou au contraire, lui demander de rester? Autant de questions que j'aborde dans ce Politicia avec mes 3 invités. Sédic Abba, vous êtes journaliste, analyste politique, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont ces 3 que j'ai ici sur ma table: Voyage au cœur de Boko Haram, enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne, publié aux éditions L'Harmattan, Rébellion Touareg au Niger, qui a tué le rebelle Mano Dayak, aussi publié aux éditions L'Harmattan, Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes 2010-2011. C'est dire donc que la problématique du terrorisme n'a pas de secret pour vous. Vous connaissez très bien ce sujet. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté mon invitation pour la reprise de ce Politicia. Merci. Je vous remercie, Richard. Jean-Bernard Bikim, vous êtes universitaire, analyste géostratégie, président du think tank Alpha Alliance Alternative Africaine pour l'accompagnement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. 25 novembre 2019, 13 soldats français périssent au cours d'une opération de combat au Mali. Choqué, l'opinion publique française s'interroge sur la présence militaire au Sahel, une présence ouvertement critiquée et de plus en plus par de nombreux Africains. Pour calmer le jeu, le président français Emmanuel Macron, en marge d'un sommet de l'OTAN, lance à ses homologues du G5 Sahel une invitation qui passe mal. On écoute le président français Emmanuel Macron. Je ne peux ni ne veux avoir de soldats français au Sahel alors que l'ambiguïté perdure à l'égard des mouvements anti-français. Ils nous doivent la clarté. Il faut que ce soit très clair et assumé par tout le monde, et pour le moment, ce n'est pas suffisamment le cas. J'ai besoin de ces clarifications pour continuer à maintenir la présence française. La France n'est pas là avec des visées néocoloniales, impérialistes ou avec des finalités économiques. On est là pour la sécurité collective de la région et la nôtre. Ils nous doivent des clarifications, dit Emmanuel Macron, le président français, à l'égard de ses homologues du G5 Sahel. D'abord, comprenez-vous la polémique née de cette invitation que certains considèrent comme une convocation? Tout à fait, tout à fait. Je comprends la polémique née de cette invitation, convocation, comme il a été dit. On peut comprendre que le président français, au lendemain de ce qui vient de se passer, puisque la France a perdu 13 soldats dans une opération de combat, comme vous l'avez rappelé, ait besoin d'explications auprès de sa propre opinion publique. Pour dire aux Français, nous faisons la guerre aux côtés de nos frères africains et il n'est pas juste qu'il y a une forme même d'ingratitude de leur part à nous critiquer de la façon dont on peut le comprendre. Mais la façon, comme il a été dit par le président burkinabé, la forme qui a été prise et le ton qui a été employé, oui, ressemblait davantage à une convocation qu'à une invitation. Et il est tout à fait légitime dans la situation où on est aujourd'hui que les gens n'acceptent pas que cette attitude qui, de mon point de vue, manque même une sorte de respect envers les homologues africains. Je comprends qu'il y ait eu un débat sur sur cette invitation. Est-ce que c'était volontaire de la part du président français de se poser comme ça en maître qui demande des explications, ou bien c'est une méprise tout simplement? Non, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que, comme vous savez, la France, après avoir vu les réactions qu'il y a eu, a essayé de rattraper en dépêchant Christophe Bigot, qui est l'envoyé spécial de la France pour le Sahel, auprès de ces différentes capitales, pour essayer de rattraper, parce que eux-mêmes ont perçu qu'il y avait une erreur. Parce que je pense qu'il est important de comprendre que le débat ne porte pas sur l'utilité de la rencontre de Pau. Parce que
la rencontre de Pau telle qu'elle est pensée aujourd'hui, on assiste à une dégradation chaque jour de la situation au Sahel. Toute réflexion collective peut être la bienvenue, mais à condition que cette réflexion soit concertée, soit que l'ordre du jour soit préparé. Et qu'il y ait du respect mutuel. Et qu'il y ait des respects mutuels. Il est important aussi pour faire de la pédagogie que les gens comprennent que le sommet de Pau, tel qu'il a été pensé, n'est pas un sommet uniquement franco-africain. Parce qu'il y a une séquence qui est ouverte à l'Union européenne, à l'Union africaine et aux Nations unies. Donc de ce point de vue... Pour donner une dimension internationale à l'opération Barkhane. Nous qui cherchons de l'argent pour financer le G5 Sahel, ça peut avoir son utilité. Mais c'est la démarche qui a été maladroite et je comprends, moi, personnellement, qu'il y ait eu une levée de bouclier dans les opinions publiques africaines. Brice Nzamba, très rapidement, et c'est important de le souligner, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette susceptibilité sur le continent? On pourrait même dire qu'il y a 20 ans et même 10 ans, un tel discours, une telle forme de discours passerait inaperçu. Un président français s'est même permis de dire à Dakar, au plein cœur de l'Afrique, que l'Afrique n'est pas entrée suffisamment dans l'histoire. Mais aujourd'hui, ça passe pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que nous assistons aujourd'hui à une émergence d'une opinion publique africaine. Avant, il faut dire qu'avant... on n'avait pas les années 80, on n'avait pas les années 70-80. Il était possible de pouvoir tenir des discours, même tout récemment. Vous avez cité le discours de Nicolas Sarkozy. Il n'y avait pas, même le discours de Sarkozy, il y a eu des réactions. Oui, c'est vrai. Il y a eu des réactions. C'est vrai. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, avec l'émergence des réseaux sociaux, avec une jeunesse africaine de plus en plus éduquée, de plus en plus informée et de plus en plus instruite des enjeux et des enjeux je dirais globaux, des enjeux du monde, aujourd'hui n'aspirent plus à jouer les seconds rôles. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de la jeune génération africaine, aussi bien, il faut voir que même au niveau de la société civile, il y a des organisations de jeunesse qui existent aussi bien au Burkina, aussi bien au Mali, aussi bien au Sénégal, au Bénin, Guinée, etc. Et voilà, en Guinée, dans beaucoup de pays africains qui suivent chaque jour l'état du monde, c'est-à-dire l'état international, le débat politique qui concerne l'Afrique. Donc aujourd'hui, quand le président Macron fait sa déclaration, c'est une déclaration, moi je dirais c'est une déclaration maladroite parce qu'on n'apprend pas à ses homologues une invitation au cours d'une conférence de presse en marge d'un événement. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que c'est déjà un problème diplomatique. Ces gens, quand il y a une invitation, on doit la préparer, on doit la préparer et la faire savoir dans des canaux diplomatiques, les canaux habituels, les canaux traditionnels classiques. Mais on n'apprend pas à ses homologues en pleine conférence de presse. C'est une maladresse. Et ces genres de maladresse, à une certaine époque, ça aurait pu passer sans problème. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement les chefs d'État africains qui ont réagi, c'est d'abord les opinions publiques africaines. Et les chefs d'État africains... Ça, c'est un aspect très important. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture, je pense qu'on va en parler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de décalage entre les attentes de l'opinion publique africaine et la conduite de la gouvernance en Afrique. Voilà. C'est ce décalage-là qui pose problème aujourd'hui et j'espère qu'on va arriver avec le temps à avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire qu'une cohésion, une cohérence entre les attentes de l'opinion publique africaine et la gouvernance des hommes politiques africains. C'est un aspect très important sur lequel on revient tout à l'heure. Mais Jean-Bernard Bikim, on pourrait dire que naturellement, celui qui déploie les moyens prend une forme d'aisance, une forme... pour ainsi dire, peut se permettre une forme d'arrogance, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, le président américain n'est pas plus, excusez-moi le terme, plus poli vis-à-vis des Européens que ne l'est le président Emmanuel Macron vis-à-vis des Africains. Il dit aux Européens, vous devez mettre plus d'argent sur la table, les États-Unis ne peuvent plus assurer votre sécurité. Est-ce qu'on n'est pas dans le même schéma finalement? Alors, je vais prendre à revers l'aîné Sadiq en lui disant deux choses. L'invitation d'Emmanuel Macron, du président Emmanuel Macron, répond à une logique de puissance et une dynamique socio-culturelle et socio-historique contemporaine qui veut que la France, ex-puissance coloniale, continue pas à dicter, mais à régenter l'ensemble des secteurs stratégiques des pays africains. Et, pardon, nos chefs d'État ne dirigent pas nos pays, mais en assument les responsabilités. Et ce qui nous renvoie vers quoi? Jefferson disait, celui qui contrôle l'argent d'une nation contrôle la nation.
Oui, bon, sauf que restons dans la Je termine. militaire de la question. C'est important, c'est important. Et Mayer Amschel Rothschild, le père fondateur de la dynastie bancaire Rothschild, a dit la chose suivante. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation, et je vais utiliser un mot pour allez-y brusquer, très rapidement et faites le lien avec la dimension militaire de la question. et je m'en foutrai de ceux qui en font les lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos chefs d'État ne disposent pas des capacités leur permettant de décider. Ce sont des affidés. Macron agit en tant que moi, homme, dirigeant de la 7e puissance mondiale, Oui. dans un contexte particulier où 13 soldats viennent tomber. Oui. J'aimerais qu'on ait une petite pensée Absolument. aux 71 soldats tombés nigériens à Inates. À Inates, tout à fait. C'est important. Absolument. Les familles souffrent. Absolument. Je dis bonjour au grand frère qui m'appelait il y a 2 jours en disant tiens, j'aimerais qu'on échange sur cette question-là. On ne vous oublie pas. Le président a bien fait de décréter 3 jours de deuil et de rendre un hommage national à ces héros qui sont tombés. Mais on reviendra sur... Il a même donné le nom d'une place au colonel Hassan Anatou, qui a dirigé ça. Je voudrais attirer l'attention de mon jeune frère sur un fait. Les chefs d'État africains, aujourd'hui, ne sont pas obligés d'accepter ce que leur dit. Et je vais donner un exemple. Vous savez que lorsque il s'est agi, dans le cas du Niger, de négocier avec Areva à l'époque, pour avoir en 2009 la mine d'Imouraren, la France avait demandé au président Tandja de venir ici à Paris. Il avait refusé. Le président Tandja a dit non, le marché de l'uranium, c'est le Niger. C'est ça. Le client, s'il veut, vient au marché, mais le marché ne se déplace jamais pour aller chez lui l'acheter. C'est ça. Et Bon, le président après, Tandja a réussi à construire le rapport de force. on peut vous pour que répondre. Sarkozy On a vienne. vu comment il a fini aussi. Hein, Oui, vous. mais quand même, Mais il a fait. on est d'accord. Il faut On est assumer. absolument, on est Donc, tout à fait d'accord. Donc, l'idée que la France peut dicter, les chefs d'État sont obligés de faire, moi je ne suis pas d'accord avec. D'accord. Il faut résister et c'est en résistant seulement qu'on peut construire un nouveau type de rapport avec la France, construire un rapport de force. Tout à fait. Brice Nzaba, très rapidement, vous avez évoqué un point qui est très important, c'est la question de la gestion des opinions publiques. Le président Emmanuel Macron était soucieux de l'opinion publique française, surtout dans un contexte où 13 soldats français de l'opération Barkhane venaient de périr. Mais les Africains aussi, les chefs d'État africains aussi, eux aussi, ils ont eu une opinion publique à gérer. Ça va se passer comment le 13 janvier 2020 à Pau? Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes devant un cas où, que ce soit le chef d'État français comme le chef d'État africain, ils sont obligés en fait de donner des gages à leur opinion publique. C'est ça. Et quand le président Macron il parle, à la vérité, il veut dire à l'opinion publique française, d'abord, que le sacrifice que nous sommes en train de faire en Afrique, même si ce n'est pas bien compris, mais les Africains doivent venir pour vous expliquer. Parce que la France ne peut pas nous faire croire que la France est partie dans le cadre d'abord de Serval, ensuite de Barkhane là-bas, Oui. sans avoir les clarifications. Donc ça n'a aucun sens. Donc si la France est partie là-bas, la France sait pourquoi elle est partie là-bas. Donc Oui. c'est évident. On ne déplace C'est pas, évident. on C'est-à-dire ne que déploie pas 4500 le président Emmanuel militaires Macron comme ça. ne peut pas, quand il dit qu'il veut des clarifications, il veut dire aux chefs d'État africains d'apaiser leur opinion publique pour que l'opinion publique française soit aussi apaisée et pour que les opérations se déroulent comme il se doit. C'est ça. Donc, à la vérité, il y a un problème de communication aussi bien entre les dirigeants africains avec leurs opinions qu'un problème de communication entre les dirigeants français et son opinion publique. Donc, le sommet qui est attendu, c'est un sommet pour clarifier. Mais cette clarification-là, la vérité, elle est dirigée vers les opinions publiques, à la vérité. Parce qu'on ne peut pas nous faire croire que la France est partie au Mali, au Sahel, sans être sûr... Sur des bases floues. Sur des bases floues. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est que Donc, Brice- c'est de la communication. Brice dit est d'autant plus vrai qu'il existe des accords bilatéraux. La France est arrivée au Mali dans le cadre de l'opération Serval, à la suite de la lettre de Diakouta. C'était en janvier 2013. En janvier 2013, mais qui a été formalisé par un accord bilatéral écrit, noir sur blanc, avec les détails sur le mouvement des aéronefs français, sur le personnel, sur l'entrée du matériel. Et il existe le même accord avec le Niger en 2014.
Avec le Tchad, il existe un accord déjà très Avec ancien. l'opération Donc, Épervier. Exactement. Ce que Brice dit, il existe déjà des accords. Maintenant, si le président Macron fait semblant de ne pas savoir que ces accords existent, c'est justement pour le besoin de son opinion publique. Parce que lui a besoin de se justifier auprès des Français. Jean-Bernard Bikim, il y a quelque chose quand même qu'il faut comprendre ou qui peut paraître étonnant, c'est que dès lors que de la critique est faite par rapport à la politique française en Afrique, la France parle de sentiments anti-français. S'agit-il vraiment d'un sentiment anti-français qui prend corps sur le continent ou bien un besoin d'un partenariat plus équilibré? Est-ce que ce mouvement qu'on voit au Niger, au Mali, etc., est-ce qu'il y a un sentiment anti-français qui naît sur le continent véritablement? Je dirais qu'il y a effectivement un sentiment anti-français. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Mais ce sentiment anti-français est très mal perçu pour la simple bonne raison que derrière toutes ces actions repulsives, il y a un message qu'on envoie à la France depuis plus de 20 ans qu'elle n'entend pas. Les Africains souhaitent coexister en toute dignité avec l'ensemble de leurs partenaires. Les Africains en ont ras-le-bol, pour ne pas dire ras-le-cul, d'être piétinés chez eux. Ce qui se passe aujourd'hui, la jeunesse africaine a décidé de mener le combat en disant à toutes les élites, y compris moi d'ailleurs, nous sommes tous concernés. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes engoncés dans le confort parisien, que les choses se passent tout comme si de rien n'était. Oui. Aujourd'hui, l'Africain, le jeune Africain qui est l'Africain né en 2010 et l'Africain né en 60. Donc, au fond, vous êtes en train de nous expliquer vivent la même situation lointaines. Vivent la même situation et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et donc, la critique faite à l'opération Barkhane qui n'aurait pas d'efficacité, ce n'est que prétexte pour exprimer un ras-le-bol qui a pris quoi depuis longtemps? Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Écoutez, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour s'interroger effectivement à la fois sur l'utilité et l'efficacité des opérations militaires sur le continent. À tout de suite.